Salam alaikum. Donc nous allons entamer aujourd'hui la série numéro 1, propriété physique des écolos. Donc exercice numéro 4, nous avons la vitesse de l'écoulement, donc elle est inversement proportionnelle à la viscosité dynamique, pour un coefficient qui caractérise cet écoulement, tel que la viscosité elle est donnée par la loi d'André, c'est d exponentielle bêta sur t. La question demandée, quel est le pourcentage de croissance de la vitesse du fluide tel que la température du liquide, elle passe de 40 degrés Fahrenheit jusqu'à 100 degrés Fahrenheit. Pour cela, donc, la première des choses, il faut transformer les deux températures en degrés Rankine. Donc vous avez la température à 40 degrés Rankine, elle est égale à la température de 40 degrés Fahrenheit plus 460. Et ça va donner 500 degrés Rankine. Rankine, c'est la température allemande. À l'échelle de Rankine, c'est Rankine. Donc vous avez la température à 100 degrés Rankine, c'est égal à T à 100 degrés Fahrenheit plus 460, et ça va donner 560 degrés Rankine. Donc de là, on peut avoir une vitesse correspondante. Donc la vitesse qui correspond à 500 degrés Rankine, donc d'après la loi, donc c'est K sur la viscosité. Et la viscosité, maintenant, je vais remplacer par son expression. C'est D exponentielle VA sur 500. Même chose pour la vitesse à 560 degrés Rankine. Donc elle est égale au coefficient K divisé par la viscosité dynamique correspondante. Donc c'est D exponentielle de bêta sur 560. Maintenant, la variation de la vitesse du liquide est tout simplement donc delta V, c'est la vitesse finale, c'est-à-dire à 100 degrés Fahrenheit, moins la vitesse à 40 degrés Fahrenheit divisé par la vitesse initiale, c'est-à-dire 40 degrés Fahrenheit. Et on remplace, ou bien, comme le résultat est donné en pourcentage, on multiplie par 100%. Donc ça peut être, donc on peut diviser ici vitesse à 100 degrés Fahrenheit, divisé par la vitesse à 40 degrés Fahrenheit, moins 1, le tout fois 100%, et on remplace les vitesses par leur expression. Donc la première et la deuxième. Donc la première, ça va donner K sur D exponentielle de bêta, donc bêta sur 560. Et la deuxième, c'est K sur D exponentielle de bêta sur 500. Moins 1, le tout multiplié par 100%. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement exponentielle de bêta sur 560 moins bêta sur 500. Moins 1, et on multiplie par 100%. Application numérique, delta V, elle est égale, on remplace bêta par sa valeur, etc. On va trouver une augmentation de vitesse de 136%. On passe maintenant à notre exercice, qui est l'exercice numéro 4, toujours concernant les propriétés physiques des fluides. Donc ici, nous avons une plaque fixe, et deux plaques intermédiaires. Donc la première plaque intermédiaire, mobile,
de vitesse V1. De vitesse V1. De vitesse V1. Et notre plaque aussi mobile. Donc deuxième plaque mobile de vitesse. Donc on va supposer que V2 est supérieur à V, donc V1 supérieur à V2. Tel que les deux liquides, donc ils ont une viscosité. Donc le premier liquide entre les deux plaques mobiles c'est 2 mu, et celui-là il a une viscosité dynamique mu. Donc des fluides. L'épaisseur entre la plaque fixe et la plaque mobile, nous allons l'appeler donc C petit b, et celle-là c'est grand B, tel que B sur CB est égal à petit c, il est compris entre 0 et 1. Donc c'est des épaisseurs faibles, de faible épaisseur. D'accord. Donc ici vous avez l'axe d'étude, donc X, OX, OY, le profil de vitesse. Donc la question demandée, donc de trouver le rapport des vitesses V1 sur V en fonction de petit c, ainsi que le graphe correspondant. D'accord. Pour cela, on va étudier la plaque intermédiaire. Donc, de part et d'autre de la plaque intermédiaire, nous avons des forces visqueuses, les forces de frottement visqueuses. Donc ici, toutes les particules fluides qui se trouvent sur le côté supérieur de la plaque, ici, contrainte supérieure, et l'autre côté, c'est-à-dire les particules fluides qui se retrouvent côté inférieur de la plaque intermédiaire, donc contrainte inférieure du deuxième fluide, ils sont égales. Donc nous avons contrainte du fluide côté supérieur de la plaque intermédiaire est égale à la contrainte du fluide de la plaque intermédiaire côté inférieur. Tout simplement pourquoi? Parce que la plaque elle se déplace avec un vecteur vitesse V1 constant. Sachant que la contrainte de cisaillement a pour expression donc taux est égal, elle est donc proportionnelle à la viscosité dynamique fois le gradient de vitesse par rapport à une dimension. Par exemple ici on prend y. Donc nous allons appliquer cette expression-là aux contraintes de la plaque intermédiaire côté supérieur et côté inférieur qui sont égales. Donc on aura contrainte supérieure, côté supérieur, donc est égale de viscosité, donc de mu, et de vecteur vitesse V par rapport à Y. Donc ça c'est V de X si vous voulez par rapport à Y. Et le vecteur V de X par rapport à Y. Ainsi que la contrainte de la plaque intermédiaire côté inférieur. Donc elle est égale, donc la viscosité c'est mu et le vecteur vitesse toujours dvx sur dy. Maintenant le vecteur vitesse, si je prends la plaque fixe et la plaque mobile,
réellement, c'est un profil parabolique. Mais nous l'avons approximé à un profil linéaire. Donc, parce que tout simplement, les deux plaques ils sont très rapprochés. Ce sont des épaisseurs de faible épaisseur. Donc, on va avoir un profil linéaire de cette manière. Comme ça, profil linéaire. Et sa valeur maximale, c'est le vecteur, c'est V1. Sa valeur maximale. Donc, pour déterminer, donc ici, ça sera c'est Vx, si vous voulez, de 1, de Y. C'est un vecteur. Donc, il est dans la direction des X, ou bien on va dire V1 de Y. Il varie en fonction de Y, mais dans la direction des X. Dans la direction des X. Même chose entre les deux plaques mobiles. L'épaisseur ici, elle est faible. Donc, nous pouvons approximer le profil parabolique à un profil linéaire. Donc, vous avez ici V1 et de ce côté V. Donc, on peut, donc profil linéaire de cette manière. Donc, vous avez de ce point à ce point, vous avez CV et on a le profil de vitesse linéaire. Donc, ce point-là, c'est V1 et ici, ça sera V de Y, c'est un vecteur dans la direction de X. On peut mettre ici Vx de Y ou bien carrément V de Y, mais dans la direction de X. D'accord? Donc, dVx sur dy, c'est tout simplement la déformation angulaire de X par rapport à Y. De X par rapport à Y, dans le plan XY. Donc, nous allons, donc ce terme-là, c'est tout simplement dVx sur dy, donc ça va être, donc on est dans le premier, deuxième cas, on est là, donc ça sera Vy, donc la dérivée de V de Y sur dy. Donc celle-là, elle est égale à quoi? Donc c'est ici, c'est tout simplement l'angle bêta, c'est la tangente de bêta, c'est la pente. Elle correspond à la tangente de bêta. Et la pente, elle est égale à quoi? C'est tout simplement grand V moins V1 divisé par grand B, petit b, moins CB. Moins CB. Comme ça. Pour le deuxième cas, côté inférieur, donc ici, bien sûr, ici, côté supérieur, et ici, côté inférieur. Donc, ici, côté supérieur. Maintenant, on passe au deuxième terme, dVx sur dy, côté inférieur. Côté inférieur, donc ça sera la dérivée par rapport à y de quoi? Côté inférieur, c'est-à-dire que c'est le vecteur V1. C'est le vecteur V1 qui est en fonction de R. Et le vecteur V1 en fonction de R, donc le gradient de vitesse, donc c'est la pente de ce côté-là, tangente alpha. Tangente alpha. Et tangente alpha, elle est égale à quoi? C'est le côté opposé par rapport au côté adjacent. Le côté opposé, c'est V1, donc c'est V1. Et le côté adjacent, c'est tout simplement CB. C'est CB. CB. Maintenant, on peut faire l'égalité entre la contrainte inférieure et la contrainte supérieure de la plaque intermédiaire. Donc, finalement, on aura 2 mu fois côté supérieur, c'est-à-dire cette valeur-là, V moins V1 divisé par V moins CB est égal à la contrainte mu fois la pente, c'est-à-dire V1, le gradient de vitesse, qui est approximé à V1 sur CD. Ils ont la même viscosité, donc on peut simplifier et arranger les valeurs.
Donc on aura 2 fois V moins V1 est égal, multiplié par CB est égal à V1 facteur de B moins CB. Donc on va mettre V1 en facteur, donc on va avoir 2 moins 2CB, plutôt ici, de préférence, 2V fois CB sera égal à V1 facteur de B moins CB, et je vais ramener moins 2V1 CB de l'autre côté, qui deviendra 2 fois CB, qui est égal à V1 facteur de B plus CB. Donc le rapport V1 divisé par V sera égal tout simplement à 2 fois CB divisé par B plus CB. Je divise le tout par B et on va avoir 2 fois CB divisé par B. Ici, B divisé par B, c'est 1 plus CB divisé par B. Et on aura 2 fois petit c sur 1 plus petit c. Donc une fonction de C. Donc V1 sur B est égal à 2C plus 1 plus C en fonction de C. Pour le graphe, donc le graphe ici, donc on aura ici le rapport des vitesses V1 sur B. Pour la valeur C est égale à 0, on va avoir carrément 0 sur 1, c'est 0. Donc on aura ça. Pour C est égal à 1, donc on aura 2 sur 2, c'est 1. Donc le V1 sur ici, on aura comme ça. Donc la courbe, elle va être dans ce sens. C'est F. Et on passe à un autre exercice. Merci. Vous avez les données, vous avez un réservoir qui contient de l'air. Donc la pression relative delta P est égale à 25 PSI, et vous avez le volume initial. Bien sûr, ici la pression relative, elle est déterminée par rapport à l'instrument de mesure, le baromètre. Donc vous avez l'état initial, et ensuite après compression, nous allons avoir l'état final du gaz et l'air. Donc l'état final, on va utiliser bien sûr ici un piston pour compression. Donc vous avez ici c'est un piston qui va comprimer l'air et on obtiendra le volume final, donc état final. Et la compression, elle est de 1/3 par rapport à l'état final. Donc 1/3 par rapport à l'état initial, comme ça. La question demandée, première question, la pression relative indiquée par le baromètre pour une compression isotherme. Pression relative indiquée par le baromètre pour une compression isotherme. D'accord. Pour cela, on va commencer par l'équation d'état. Donc l'équation d'état, elle va nous donner la pression absolue par rapport à la masse volumique de l'air est égale à RT. Comme ça. Ça, c'est la pression absolue, P. Donc de là, on peut déterminer entre les deux états, l'état final et l'état initial. Donc la pression initiale sur ρ initial
est égal à la pression finale de l'air sur la masse volumique finale de l'air. Bien sûr, est égale constante. Parce que la constante des gaz par effet petit r, c'est 2,87 joules par kilogramme Kelvin, est une constante. Donc le rapport P sur ρ est une constante. Donc j'ai pris entre l'état initial et l'état final. Donc la question demandée, c'est la pression relative. Donc ici, de l'état final. Donc ici, on cherche delta P final, comme ça. Donc la pression finale sera égale à ρ de l'air à l'état final sur ρ de l'air à l'état initial multiplié par la pression initiale absolue de l'air. Sachant que la variation de pression, qui est la pression intérieure moins la pression extérieure, la pression intérieure, c'est la pression absolue, donc c'est P absolu de l'air à l'état initial, moins la pression atmosphérique. Moins la pression atmosphérique. Donc de là, delta P, donc ça va être la pression absolue, c'est la pression initiale de l'air, moins la pression atmosphérique, donc à l'extérieur, ici, on va prendre P0 est égal à, donc on va prendre 14,7 PSI. 14,7 PSI, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression atmosphérique. Donc c'est 14,7. Et de là, donc la pression initiale, ou bien absolue de l'air, donc elle est égale à delta P, c'est 25 plus 14,7, et ça va donner 39,7 PSI. Donc power square inch, c'est une unité anglaise. Donc qu'est-ce qui nous manque? Donc on a déterminé la pression initiale, donc il va nous rester le rapport des masses volumiques. Pour cela, on va attaquer la deuxième équation. La deuxième équation, c'est la conservation de masse. La conservation de masse. Donc la masse initiale de l'air est égale à la masse finale de l'air, qui est une constante. Donc la masse, c'est quoi? C'est ρV. Donc c'est ρ initial fois le volume initial est égal à ρ final fois le volume final. Et le rapport entre les deux, on va avoir le rapport ρ final. Le rapport, c'est ρ final sur ρ initial. Ρ final sur ρ initial, et ça va donner le volume initial sur le volume final. Sachant que la compression, elle est de 1 tiers, donc le rapport initial sur final, ça va donner 3. Ça va donner 3. Donc nous avons le rapport des masses volumiques. Et de là, on peut faire l'application numérique pour déterminer la pression absolue de l'air à l'état final. Donc d'où la pression absolue, donc c'est pas le même que ça, donc la pression finale, donc ça va donner donc ρ final sur ρ initial fois la pression initiale, donc c'est 3 fois 39,7, et ça va donner 21. Donc je vous donne le résultat. Le résultat c'est 119,1. 119,1 PSI. Donc 27. Ok.
même chose. Donc la pression relative finale, par définition, c'est la pression absolue intérieure, c'est-à-dire finale, moins la pression atmosphérique. Donc intérieur moins extérieur. Donc ici 119,1 et la pression atmosphérique c'est 14,7 PSI et ça va donner 104 PSI. 104 Power Square Inch. D'accord. On passe à la deuxième question. C'est toujours la même chose, seulement que la compression maintenant elle est isentropique. Donc la première question, la compression elle est isotherme et on a trouvé 104 PSI. On passe à la deuxième question. Donc toujours, on va changer seulement le type de compression. Donc compression, relation, pression relative, telle que la compression entre les deux états est isentropique. Donc c'est la question numéro 2. Donc ici, on va prendre l'équation d'état. L'équation d'état pour une compression isentropique. Donc vous avez P sur rho à la puissance gamma est égal, donc P sur rho à la puissance gamma est égal constant. Donc on va écrire cette équation entre les deux états. Isentropique et adiabatique. Donc isentropique et adiabatique. Donc ici, entre les deux états, donc P initial sur rho initial à la puissance gamma est égal P final sur rho final à la puissance gamma, et on va avoir la pression absolue finale, donc est égal le rapport des masses volumiques, rho final sur rho initial, le tout à la puissance gamma, multiplié par la pression initiale, la pression absolue initiale. Donc, donc il faut déterminer les rapports. Les rapports des volumes, c'est toujours la même chose que le cas précédent, c'est 3. Donc la pression finale, c'est 3 fois le coefficient polytropique de l'air, c'est 1,4, et la pression absolue de l'air à l'état initial, nous l'avons trouvé, c'était 39,7. Et on va trouver comme application numérique 184,8 Power Square Inch. D'où la pression relative delta P finale, bien sûr, c'est toujours la pression absolue finale moins la pression atmosphérique, et on va trouver 184,8 moins 14,7 et ça va donner 170 PSI. D'accord. On peut attaquer un autre exercice concernant phénomène de cavitation, si vous voulez. Phénomène de cavitation. Chef, c'est quoi la cavitation? Exercice 8. Exercice 8. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Nous avons l'eau qui coule à travers un convergent à une température de 77 degrés. Donc, écoulement d'eau dans un convergent
telle que la température est égale à 70 degrés Celsius avec une diminution de pression. Avec une diminution de pression. D'accord? La question demandée, quelle est la pression minimale de l'écoulement sans causer la cavitation? Donc pression. Cheikh, c'est quoi la cavitation? Pression minimale sans causer la cavitation. Donc, on parle de phénomène de cavitation. Le phénomène de cavitation, c'est quoi? Donc, d'après vous, donc on en a parlé en cours, c'est tout simplement, c'est quand le fluide il atteint la pression de la machine tournante. Donc, si les deux pressions sont égales, et dans ce cas, on peut avoir des détériorations des éléments tournants, tels que les hélices, etc. Donc, on va avoir un bombardement de particules qui vont se comporter comme des balles, donc ils vont perforer ou bien détruire ou bien détériorer tous les éléments tournants. Donc, à cause de cette pression qui sont les mêmes, la pression de la machine tournante et la pression de l'écoulement. Donc pour cela, il faut tout le temps éviter cette pression de fonction concernant la machine. Et pour déterminer cette pression-là, donc elle correspond à la pression de vapeur du liquide saturé. Donc ici, vous avez le liquide en question, c'est l'eau. La température elle est à 70 degrés Celsius. Donc on va consulter les tables et on va déterminer la pression de cavitation. Donc pour l'eau à 70 degrés Celsius, la pression de vapeur d'eau à 70 degrés Celsius, elle est égale, donc on consulte les tables, d'après la table B2, elle est de 3,116 10 puissance 4 Pascal. C'est d'après la table B2. D'après la table B2. Donc vous avez la température 70 et on va dans la colonne pression de vapeur d'eau. Table B2, vapeur saturée. Oui, table B2, vapeur saturée. Donc on trouve 3,16 10 puissance 4 Pascal. Et c'est la pression minimale qu'il faudrait éviter à la machine tournante. Donc la pression minimale, donc finalement, donc conclusion, cette pression-là, elle correspond à la pression minimale qui est de 3,16 10 puissance 4 Pascal. Donc à éviter. On peut parler aussi on peut parler aussi de, si vous voulez, concernant la tension superficielle. Donc un autre exercice est en termes. La tension superficielle. Je vais prendre le dernier exercice. Donc l'exercice numéro 11 de la série. Exercice numéro 11 de la série. Tension superficielle. Exemple 11. Exercice 11. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un jet d'eau. Vertical. Un jet d'eau vertical, comme ça. Donc, il a une certaine section de diamètre D. Ensuite, on veut déterminer la pression. Vous avez une pression intérieure et une pression extérieure de l'écoulement.
Donc la question c'est déterminer la variation de pression entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc la variation de pression d'eau entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire delta P, qui est égal à la pression qui est plus importante, moins la pression extérieure. Cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, elle est due tout simplement au phénomène de tension superficielle. Donc bien sûr, pour cet exercice, il faut trouver l'expression qui génère cette différence de pression. Pour cela, on va prendre un élément de volume, donc ici, sur une hauteur dz, donc élément de volume dv. Cet élément de volume dv, on va le sectionner en deux. Donc on va faire une coupe transversale. Donc voici l'élément de volume, il est là. Une coupe transversale. Cette coupe transversale, donc vous avez l'élément de volume, donc ici c'est la hauteur des z, ici vous avez le rayon, bien sûr cette distance là c'est 2d, la tension superficielle, donc elle est là, sur les périphéries, sur la périphérie, comme ça. Donc ici c'est sigma fois dz. La même chose ici, c'est sigma. Sigma fois dz. Maintenant, pour faire un bilan de force concernant cet élément de volume, donc bilan de force, autour de cet élément de volume, donc on aura, pour l'équilibre, il faut, donc pour l'équilibre, donc il faut que la force de pression à l'intérieur du G, la force de pression à l'intérieur du G, sera égale à la somme totale, à la force totale de la tension superficielle. Donc pour cela, on fait une petite application. Donc ici, ça va être delta P. Donc bien sûr, on applique la force de pression à l'intérieur du G. C'est la variation de pression fois ici la surface du rectangle. Et la surface du rectangle, tout simplement, c'est cette distance-là, et c'est le diamètre, c'est-à-dire 2R fois dz. Donc 2R fois dz. Donc delta P fois S. Et concernant la force totale de la tension superficielle, donc qu'est-ce qu'on a? On a la tension superficielle, elle est sur le côté des Z et des Z. Donc 2 fois des Z. 2 fois, donc c'est sigma qui est réparti sur 2 fois des Z. Sigma c'est newton par mètre divisé par mètre, donc on va avoir newton. Donc c'est une force. Et on va avoir ici, de là, on peut déterminer la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, et on aura sigma des dz descendants divisé par mètre. Car il manque un 2. Donc c'est bon. Donc ça sera sigma, 2 sigma sur b. Donc nous avons le diamètre qui est donné 0,012 inch
Donc le diamètre, ici, c'est 0,012, parce que c'est les données ici en millimètres. C'est 12 millimètres. Et sigma, il faut déterminer sa valeur. Sa valeur, bien sûr, il faut la déterminer toujours à partir des tables. Donc il faut prendre sigma, d'après les tables, on va trouver 7,34, 10 puissance moins 2. Il s'agit de quelle part? C'est toujours les tables concernant l'eau. Donc les tables B1 ou bien B2 concernant l'eau. D'accord. Donc on trouve finalement 12,2 Pascal. Donc une petite variation qui est très très négligeable. Mais elle existe. La pression intérieure et extérieure, il y a une petite différence entre les deux qui est de 12,2 Pascal. Donc je vous remercie pour le TD numéro 1 concernant les propriétés physiques des fluides. La prochaine fois, on passera au TD numéro 2 qui va s'intituler sur la statique des fluides. Merci.